Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de stage sur l'étude du mécanisme d'action des anticorps monoclonaux. Donc un stage réalisé en mai 2024 dans l'équipe de l'IMGT, l'immunogénétique, au sein de l'IGH, l'Institut de génétique humaine. Alors en sommaire, définition qu'est-ce que l'IMGT, et puis des rappels d'immunologie, et puis alors des exemples de cibles protéiques sur lesquelles vont agir les anticorps. Alors des exemples de cibles que j'ai choisis, hein, quelques-unes, et pour lesquelles j'ai réalisé des schémas dont l'objectif serait de les ajouter, enfin, de les ajouter sur la base de données. Alors, IMGT MapDB. Alors déjà pour rappel, IMGT comprend 7 bases de données. Moi je me suis concentré sur la septième, c'est l'IMGT MapDB, où on a 1500 environ entrées dans la base de données, dont 1300 anticorps. Ici, un outil pas mal pour mieux visualiser, classification par cible. Parmi les 1300 anticorps de la base de données, on en a 69 qui ciblent CD3, 52 PCD1, 37 C19, etc., etc. Donc on voit que les cibles sont très très diverses. Concernant les maladies, parmi les 1300 anticorps toujours, on en a 459 qui sont utilisés dans les tumeurs solides, 178 dans la polyarthrite rhumatoïde, etc., etc. Donc on remarque qu'il y a beaucoup beaucoup de cancers, et puis des maladies inflammatoires et d'autres pathologies diverses. Classification par phase clinique. Toujours parmi nos 1300, on en a 1693 en phase M, commercialisée donc, et puis énormément, hein, 770 en phase 1, 770 en phase 2, etc. Une autre manière de classer les cibles, alors ça c'est sur Actera de l'Université de Lille. Donc parmi toutes ces cibles protéiques, on peut retrouver les cytokines, les IL-1, 2, 3, etc., qui vont jouer un rôle dans la signalisation cellulaire. Les facteurs de croissance plutôt impliqués notamment en cancérologie, hein, EGF, HR, etc. Les marqueurs de différenciation cellulaire, CD3, CD19, les checkpoints immunologiques, les intégrines pour jouer un rôle dans la diapédèse, le passage membrane, etc. Les motifs de reconnaissance PRR, donc les TLR, et puis d'autres types divers, d'infections, etc. J'ai mis en rouge les cibles que j'ai choisies pour traiter. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Alors j'ai réalisé des schémas avec Affinity Design. Donc un logiciel plutôt pas mal. On prend ce qu'on a besoin et puis on fabrique notre schéma. Il y a pas mal de modèles comme ça, alors ils ont été fabriqués par d'autres stagiaires, je pense. Moi je les fabrique, enfin on fait ce dont on a besoin, hein. Et puis on les réutilise pour que ce soit homogène bien sûr. C'est pour ça. En fonction de différents schémas. Rappel d'immunologie, alors ça c'est un site plutôt pas mal, Reactome, où on reprenait pas mal d'éléments. Alors ici, bon, j'ai appris l'immunité innée, adaptative, et puis tout ce qui est signalisation moléculaire. Un site vraiment pas mal. Il suffit à chaque fois on clique, puis en fait ça zoome, etc. jusqu'au niveau des molécules, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, par exemple, TLR, mon premier exemple, hein, on retrouve dans l'immunité innée, le récepteur de Toll-like récepteur. Donc voilà, la première cible que j'ai choisie, TLR7. Qui est-ce qui le cible? Quel anticorps? Alors il y en a un seul, qui est en phase de commercialisation, en phase 2, qui n'est pas encore commercialisé, et dans le lupus. Donc il va avoir un rôle de blocage du TLR et un rôle immunosuppresseur. Ici en schéma, on reprend en fait tout le mécanisme d'action. On voit que le TLR, une fois internalisé, ici alors il reconnaît de base des ARN étrangers, et ce qui va entraîner une cascade de phosphorylation avec amide 88, etc. Kinase, la voie des MAP kinase, et puis NF-kappa-B qui à terme entraîne une synthèse de médiateurs pro-inflammatoires et puis de l'IFN1. Donc tout ça joue un rôle dans l'inflammation qui va être accrue dans le lupus. Donc nous c'est ce qu'on veut calmer, hein, le rôle immunosuppresseur. Là juste un schéma, juste entre parenthèses, c'était un projet que j'ai fait dans une union de Master 1 où on devait faire
Un résumé d'article en cas d'un projet étudiant qui a été publié d'ailleurs. En cas d'un projet étudiant. Bon, en fait, c'est juste pour montrer ici que chez le sujet sain, on a le TLR7 qui fait bien sa reconnaissance de l'ARN étranger, et puis un complexe protéique BORC, ARLB8, etc., qui va permettre d'acheminer tout ça vers le lysosome, entraîner la dégradation, d'où le complexe. Alors que chez le patient lupique, on va avoir une mutation de 1,93B1, qui fait qu'on va pas avoir d'association à bord KRLB8 et donc pas d'acheminement vers le lysosome et pas de dégradation. Donc on va avoir une accumulation de TLR7, une accumulation de médiateurs pro-inflammatoires, de cytokines, qui jouent donc un rôle dans le lupus. On revient sur nos cibles. TLR4, pareil que TLR7, on reconnaît un agent étranger et puis à terme, on entraîne toute une cascade de phosphorylation, de cascade de moléculaires qui entraîne synthèse de médiateurs pro-inflammatoires. Et nous, on le bloque avec ici le paridiprubart qui est également en phase 2, phase 3, commercialisé. TNF11 maintenant. Donc ça, je rappelle, c'est quand même des schémas juste que j'ai fait. Bon, en m'inspirant, je mets toujours les articles que je m'inspire. Après, bon, c'est un mécanisme bien connu, hein. Alors ici, TNF11. Alors là, on est au niveau de l'os. On a ce qu'on appelle les ostéoblastes et les ostéoclastes qui vont permettre le renouvellement osseux. Et les ostéoclastes, c'est la résorption osseuse. C'est ce qu'on va vouloir limiter dans le cas de l'ostéoporose. Et les ostéoclastes, en fait, ils captent via leur récepteur des rancres ligands, qui permet le passage de l'état précurseur à l'état ostéoclaste final. Et donc, avec l'anticorps ici, le denosumab narlumosbar, alors avec le denosumab qui a le phase M, phase M, pour l'ostéoporose, et pour aussi tout ce qui est métastase dans le cadre de tumeurs solides au niveau de l'os, et puis dans le cas d'hypercalcémie maligne réfractaire au biphosphonate. Donc voilà. Ici, on bloque rank ligand, on empêche la maturation des ostéoclastes, et donc on limite la résorption osseuse dans le cas de l'ostéoporose et tout ce qui est associé à la fragilité osseuse. Ok. TNF13, un seul qui a l'AMM, le belimumab pour le lupus. Comment ça fonctionne? Ici, on a les lymphocytes B qui ont trois récepteurs, BR3, BCMA, TACI, qui vont capter des protéines Bliss, membranaires ou solubles, et des protéines April, qui permettent en fait la maturation de ces lymphocytes B, leur survie, et également leur switch en plasmocytes sécréteurs anticorps. Et donc en bloquant ça via l'anticorps, ben, on limite cette activité encore une fois pro-inflammatoire dans le lupus, hein. Donc, voilà. Pour le coup, le belimumab, c'est protéine Bliss. CD25 maintenant, comment ça fonctionne? Alors lui, c'est quoi? Basiliximab, AMM dans le cas de rejet de greffe. On a le macrophage ici, là, en orange. CPA, c'est l'hyprénatrice antigène qui va faire de la phagocytose, hein. Alors du greffon, de l'agent qu'il considère comme étant étranger, puis il présente le peptide antigénique via son CMH ou lymphocyte T, ici CD8, c'est tout toxique, qui reconnaît via son TCR et entraîne toute une cascade de réactions, hein, à base de calcinurine, NFAT, sécrétion d'IL2, recaptée par lui-même via son récepteur, qui entraîne sa prolifération. Sa prolifération. Et donc, les TC8 cytotoxiques vont détruire ensuite, hein, le greffon en cause. Et donc nous, c'est ce qu'on veut limiter. D'où l'intérêt ici de l'anticorps qui va bloquer, le CD25. Donc le récepteur, si je ne me trompe pas, hein. Et donc empêcher cette maturation, cette prolifération de lymphocytes T. PCSK9 maintenant, il a l'AMM. Alors, on a l'alirocumab qui a l'AMM dans l'athérosclérose et dans les hypercholestérolémies familiales. Et l'évolucumab, pareil. Pareil. Comment ça fonctionne? Alors,
PCSK9, que je regarde parce que ça fait quand même plus de 2 ans que j'ai fait cette présentation, je la refais maintenant. On a PCSK9 qui vient se fixer dans le cas de l'individu sain, ici donc sur le récepteur LDL, qui capte le cholestérol LDL et qui entraîne à terme, via son internalisation, ensuite sa dégradation. Ok. Alors que chez euh, oui, voilà, donc la dégradation des récepteurs, qui pourront pas être réutilisés par la suite, pour ensuite recapter du LDL et le redégrader. Donc finalement, les récepteurs, une fois qu'ils ont été analysés, ils sont dégradés en même temps que le LDL. Alors qu'avec l'anticorps, en fait, on capte PCSK9, donc le récepteur internalise bien le LDL cholestérol, qui est dégradé, mais le récepteur est recyclé et peut être réutilisé pour recapter du LDL cholestérol et pour donc réguler cette cholestérolémie. Et donc en fait, c'est pour ça, quand ce PCSK9 est associé au LDL récepteur, que le LDL récepteur est dégradé. Alors quand on le bloque, le PCSK9, et ben en fait le récepteur est recyclé. Donc voilà. Ce qui permet donc de réguler cette cholestérolémie. Ensuite, alpha-4-bêta-1, les intégrines. Ici, on a le vedolizumab qui a la même dans la maladie de Crohn, et le natalizumab, pareil, aussi dans la sclérose en plaques. Comment ça fonctionne? On a ici le lymphocyte T qui présente ces fameuses intégrines et qui permet en fait de passer la membrane endothéliale via la diapédèse. Hein. Et il va pas passer directement, il passe à la BHH, la barrière hématoencéphalique, qui se retrouve en fait au niveau cérébral. Alors là, pour le coup, c'est pas la maladie de Crohn, on est plutôt dans la sclérose en plaques, hein, ce qu'on présente là. Il passe la BHH et puis il se différencie seulement à ce niveau-là. En- Ah oui, coopération cellulaire, plasmocytes, sécréteurs d'anticorps qui vont ensuite dégrader les neurones. Et dans le cas de, donc, si on bloque avec le natalizumab, les anticorps ici, les intégrines, bon, on empêche le passage et la réaction inflammatoire au niveau cérébral. On empêche la migration. J'ai pas refait le schéma pour la maladie de Crohn, mais il faut s'imaginer que c'est le même principe, sauf que là, c'est pas des neurones, c'est une intestinale. C'est tout simple. Puis on finit sur les IgE. Alors finalement, c'était vraiment une présentation catalogue. Hein. C'était juste pour montrer des schémas divers et variés que j'ai réalisés sur des cibles que j'ai choisies. Je pourrais faire ça avec tout un ensemble de cibles. Hein. Faire ça à l'infini, ça permet en fait, c'était surtout un projet, je pense, pour mieux comprendre aussi, oui, personnel. C'était surtout personnel. Hein. Dans le cadre de projet étudiant, en général, c'est toujours pour mieux comprendre certains principes. Mais bon. Et puis, comme j'avais dit, c'était surtout pour l'ajouter à la base de données. Voilà, avec des schémas qui sont homogènes, qui utilisent les mêmes motifs. Quand même. Donc ici, l'IgE, alors un seul anticorps qui a la MM dans l'asthme, omalizumab. Alors l'IgE, c'est le mécanisme d'hypersensibilité type 1, là, littéralement. C'est-à-dire qu'on a un allergène qui est capté par les cellules dendritiques, enfin les APC, présentatrice d'antigènes. Donc phagocytose, présentation via le CMH ou lymphocytes T qui reconnaissent via leur CMR, différenciation de lymphocytes T naïfs en TH2, sécréteurs d'interleukine 4 et 13 captés par les lymphocytes B qui reconnaissent également via leurs anticorps membranaires. Ils reconnaissent directement bien sûr l'allergène. Et puis ces lymphocytes B vont être différenciés en plasmocytes, sécréteurs d'anticorps spécifiques, qui vont eux-mêmes se fixer sur les mastocytes. Et les mastocytes les reconnaissent via leur récepteur Fc gamma R1. Et cette fixation des anticorps des IgE sur ces récepteurs, les mastocytes, permet ensuite de recapter l'allergène qui à son tour, et le mastocyte va ensuite à son tour libérer des facteurs pro-inflammatoires, donc des amines vasoactifs, lipides médiateurs,
Et puis des cytokines. Des cytokines. Mais là, c'est plus long, c'est au bout de 6-24 heures. Alors que tout ce qui est amine médiateur, ça c'est immédiat. C'est la réaction allergique. Alors qu'avec l'anticorps, l'omalizumab, on va fixer ces IgE, et donc on va bloquer toute la chaîne, et on va empêcher cette réaction inflammatoire trop importante, trop importante. On va limiter. Donc l'omalizumab, c'est vraiment, là j'ai pas remis les schémas cliniques, les options cliniques, les algorithmes, mais c'est vraiment dans les asthmes les plus sévères. Après tout l'échec de toutes les thérapies de base, bêta-agonistes et compagnie, donc c'est vraiment asthme type 5. Voilà. Mes références, intro, TLR, bon, ok. Et puis, voilà, merci bien, merci bien.